Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray d'émission Occident. Je suis ici avec mon ami Swell, que vous connaissez. Merci. Alors aujourd'hui nous avons choisi de parler de l'Europe et des élections qui s'en viennent, élections législatives en particulier en Belgique, donc, où il y avoir une élection législative, régionale et européenne, mais Europe, ça concerne bien sûr toute l'Europe. Et on a voulu prendre, si vous voulez, un regard particulier à partir d'une candidate tout à fait originale qui pour moi est un peu l'avenir de l'Europe, puisque c'est une candidate, mais qui ne revendique pas cette identité, mais qui est musulmane, d'origine tunisienne, mais qui vit en Belgique et qui a une activité politique très importante et qui vraiment donne l'exemple à toutes ces personnes de première ou deuxième ou troisième génération d'immigrés pour l'intégration et se battre pour une société meilleure. Et elle est vraiment l'exemple d'un islam des Lumières que je défends avec Swell. Alors, je vais laisser peut-être dans un premier temps Swell nous présenter cette candidate avant de lui donner la parole. Oui. Je vais quand même lui dire un bonjour. Bienvenue à notre émission Occident. Bonjour Manel Msalmi. Oui. Bonjour Eric, bonjour Swell. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Très bien. Alors, Swell, présente-nous un peu cette candidate exceptionnelle, qui est candidate donc, au régional, donc à Bruxelles. Oui, exactement. Donc, c'est une jeune candidate, c'est une candidate laïque, c'est une candidate féministe, c'est une candidate écologique, c'est une candidate démocrate et c'est une candidate aussi qui combat contre l'antisémitisme et la haine. Aussi, ça c'est très important parce qu'il faut savoir que Madame Manel Msalmi, elle fait face à une grande résistance au sein même d'une partie de sa communauté, oui. Notamment de la mouvance des frères musulmans. Par exemple, il y a des candidatures, il y a un candidat libanais, tout ça. Voilà, on reviendra. Donc, on présente la candidate, donc elle est d'origine tunisienne. D'origine tunisienne, oui. C'est une enseignante, c'est une militante pour les droits de l'homme. Elle a assisté dans beaucoup de cérémonies, notamment en ce qui concerne la Shoah, par exemple, ou aussi récemment, durant la fête de l'indépendance d'Israël, Yom HaTzmaout. Elle était accueillie aussi à la grande synagogue de la Victoire à Paris, auprès des grandes instances juives. Oui. Elle a une très bonne relation avec le monde juif, ce qui est très rare parmi les candidats musulmans, parce qu'elle n'a pas honte de dire que tout le monde doit vivre ensemble. Oui. Et elle aussi, elle n'a pas de relation complexée avec Israël. Alors, on va vous donner la parole, parce qu'on pourrait parler de vous sans vous donner la parole. Alors, Manel Msalmi, donc, alors, il y a quelque chose d'important. Vous êtes enseignante, mais vous êtes docteur en environnement humanité. Donc, et vous avez collaboré avec la Commission européenne et le Parlement européen en tant qu'experte sur les questions de changement climatique. C'est très important. Pouvez-vous nous en parler? D'où vous vient cet intérêt? D'abord, comme enseignante, qu'est-ce que vous enseignez comme matière? Et vos recherches, très important pour montrer vos compétences. D'accord. Je vous remercie en tout cas pour cette introduction. Je suis vraiment ravie d'entendre ça. Mais on viendra en détail pour tous mes engagements. Mais en ce qui concerne ma formation, donc j'ai un master et un doctorat en littérature environnementale, ce qu'on appelle en anglais Environmental Humanities, Eco-Criticism. Donc c'est la littérature américaine, mais appliquée comme on a les études féministes, les études postcoloniales, mais il y a aussi les études environnementales. Et donc, c'est une dernière mouvance d'études critiques qui voit la relation entre l'homme et l'environnement en se focalisant sur la nature, sur les animaux, le bien-être animal, mais aussi Animal Studies et notamment l'écologie. Donc, la relation entre l'écologie et l'homme. Donc, c'est une vision différente. Cette approche est née en 1990, les années 90, et après aux États-Unis, surtout au Canada, chez vous, mais aussi plus tard en Europe, surtout dans les pays scandinaves, mais aussi ici en Belgique. Donc, ça a pris des années, mais c'est devenu quand même maintenant une mouvance, une tendance. Et la plupart des professeurs universitaires de Environmental Humanities, ce sont des défenseurs de l'écologie
ils ont vraiment des tendances écologiques différentes. Il y en a qui sont pour environmental justice, la justice environnementale. Il y en a qui sont pour ecological justice, la justice écologique. Mais chacun, il a son approche. Mais voilà, ça reste quand même un domaine d'écologie, enfin d'études très très récent et qui est en train de se développer partout dans le monde, mais notamment aux États-Unis et au Canada. Très bien. Alors vous êtes complètement bilingue, on l'a bien compris, et vous avez travaillé comme traductrice à Human Rights Watch. Et en 2018, vous avez été candidate du Top Young de Human Rights Award de Belgium par la Commission australienne des droits humains. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste ? Tout à fait. En fait, je précise, je suis quadrilingue, je parle 4 langues couramment et je connais plus ou moins 6 langues. Donc voilà, mes connaissances un peu alors, quelles sont en ces allemand langues et irlandais. Quelles sont ces langues je parle 4 langues couramment, le français, l'anglais, l'arabe et l'italien. Donc j'ai des notions en néerlandais et en allemand, donc quasi 6 langues en gros. Et donc en ce qui concerne mon engagement pour TOIP, donc TOIP c'est Junior Chamber International, donc c'est pour la Chambre internationale des jeunes. Et donc j'ai été choisie l'année passée parmi les 10 jeunes les plus actifs au niveau des droits de l'homme. Et c'était suite à mon engagement parce que j'avais une TV web qui faisait la promotion des droits des femmes et l'écologie suite à mon engagement et mes études écoféminisme. Et aussi par rapport à mon engagement en ce qui concerne les jeunes et la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Parce que l'année passée, j'ai participé, en 2017, j'ai participé à la marche des musulmans contre le terrorisme organisée par Marek Alter et l'imam Chalgoumi. Mais aussi, on a participé en Belgique avec des jeunes, une dizaine de jeunes que j'ai choisis dans l'école où je donne cours, qui ont participé en tant que Belges. Ils ont représenté la Belgique. Ils ont été pour rendre hommage aux attentats de Paris et notamment au mois de novembre 2015. Et c'était parti dans tous les journaux et c'était aussi l'une des activités ou des actions qui ont porté beaucoup d'espoir au niveau européen. Et donc, c'est sorti dans l'une des magazines estoniennes comme la lumière au bout du tunnel. Donc, ils ont vu que ces jeunes qui portent l'espoir au niveau de la Belgique, parce que certains ils viennent de Molenbeek, mais d'autres de Bruxelles même, et qui ont porté un message d'espoir et de vivre ensemble en véhiculant un islam modéré et un islam de dialogue et d'amour et de paix. Très bien. Alors vous êtes aussi blogueuse, mais alors vous avez la particularité de bloguer mais en anglais, blogueuse angliciste à Europablog depuis 2017. J'ai remarqué, parce que je suis allé voir, et puis j'ai vu que le premier article que vous avez écrit, et je trouve ça intéressant, c'est que vous parliez de la loi en Tunisie qui permettait aux femmes de se marier avec des non-musulmans. Ça, c'est justement un signe d'égalité et d'occidentalisation aussi, on va dire, qui n'est pas forcément associé à une identité comme on veut le faire penser à une identité blanche ou une race blanche, mais les valeurs occidentales sont des valeurs universelles, tout le monde peut y adhérer. Donc ça veut dire que la Tunisie, comme d'ailleurs son histoire le révèle parfois, c'est qu'elle a su prendre des décisions récentes. Qu'est-ce que vous pourriez nous commenter ce premier article et pourquoi vous avez choisi d'écrire qu'en anglais ? En fait, en anglais parce que c'est le blog, il est européen, donc je salue ici le créateur du blog, qui est un ancien parlementaire européen, Monsieur Gülgen Glut, qui est aussi dans le vivre ensemble. Il est un ancien pasteur, mais il est aussi un ancien parlementaire européen, et donc il a créé ce blog pour les personnes les plus, disons, les plus optimistes de l'Europe, qui portent un projet européen pour la paix, pour le dialogue entre les peuples, pour les jeunes, la génération Erasmus. Et donc, j'ai été choisie parmi les jeunes pour écrire dans ce blog. Et donc, j'avais cette possibilité d'écrire par rapport au Moyen-Orient, surtout Maghreb, Moyen-Orient. Et donc,
Le premier article, c'était par rapport à donc les droits des femmes en Tunisie, et j'ai trouvé que cette initiative de permettre aux femmes musulmanes de se marier avec un non-musulman est une initiative égalitaire, parce que c'est une question d'égalité, c'est même pas une question de religion, vu que les hommes se permettent de se marier avec des femmes non musulmanes, aux yeux de la loi, ils ont le droit, mais les femmes, elles n'ont pas le droit. Donc, je pense que la démocratie naissante, ou la Tunisie en tant qu'espoir au Maghreb et dans le monde arabe, elle doit quand même soutenir l'égalité hommes-femmes. Et surtout, on sait bien que la Tunisie est l'une des démocraties les plus féministes, ou les diplomaties les plus féministes dans le monde arabe. Et donc, je pense qu'à partir de cette initiative, c'est important de signaler que l'égalité est une action très, très importante en faveur des femmes et des hommes. Et pour avoir une société égalitaire, il faut être laïque, il faut aussi promouvoir les valeurs de laïcité. Et c'est pour ça qu'il faut voter pour cette loi qui était votée d'ailleurs, mais après critiquée par les islamistes. Mais je trouve que l'égalité est l'une des valeurs fondamentales d'une société démocratique, et c'est pour ça la Tunisie, elle doit quand même maintenir ce combat jusqu'au bout. Alors, vous êtes aussi, on l'a bien vu en vous écoutant, que vous êtes vraiment une personne, disons, polyvalente et intellectuelle, et donc ouvert au tout. Donc, vous êtes consultante au Parlement européen, mais vous êtes aussi l'ambassadrice de l'ONG Respect Zone Belgium de prévention du harcèlement. Donc, on l'a compris, contre la discrimination, l'incitation à la violence, en ligne et dans l'espace public. Donc, vous vous intéressez aussi à la cybercriminalité, j'imagine. Et vous avez participé à de nombreux projets associant des jeunes à la lutte contre l'extrémisme religieux musulman et l'enseignement de la Shoah. Et la lutte notamment contre l'antisémitisme, contre les Juifs et Israël. Alors, Souhaite, je vais te donner la parole, parce que là, dans un des articles que vous avez écrit récemment, pour expliquer et présenter la personnalité qu'on a avec nous, là, ça soulève l'existence d'une contre-culture qui émerge à l'endroit d'Israël, mais aussi disons, des valeurs occidentales. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette candidature, justement, en Occident, mais en particulier en Europe, comme signe d'espoir? Oui. Il y a 3 caractéristiques qui sont intéressantes pour cette candidate. D'abord, c'est une femme. En plus, c'est une écologiste. Et en plus, c'est une défenseuse des droits de l'homme. Généralement, dans le profil général, c'est atypique. Pourquoi? Parce que généralement, les écologiques, ils sont généralement anti-système, anticapitalistes, anti-sionistes, généralement antisémites. Ici, on a un profil totalement... On a une femme qui est écologique, mais qu'elle est avec toutes les cultures, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de problème avec... Oui. En fait, je défends les valeurs d'un parti libéral, donc peut être à la fois écologiste et libéral, donc l'un n'est pas l'autre. Voilà. Oui, je parle par rapport à nous, par exemple, ici au Québec. Oui, parce que le mot libéral n'a pas le même sens en Amérique du Nord qu'en Europe. Hein. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Sans entrer dans le détail. Donc, généralement, les mouvements écologiques, par exemple, que ce soit Greenpeace ou les candidats écologiques, comme ici à Québec. Prenons l'exemple de Québec solidaire. C'est un mouvement qui est anti-sioniste d'une façon... Ça veut dire qu'il est contre la souveraineté du peuple juif contre sa terre, vous voyez? Donc, il défile avec les islamistes, il défend le voile, oui. Je vais revenir à notre candidate. Alors, quel est l'intérêt pour vous, d'abord, de vous investir en politique? Est-ce que c'est une poursuite de votre engagement? On le voit, j'ai énuméré quelques combats. Vous êtes une personne d'engagement, on va dire. Et dans cette tradition classique libérale, donc liberté et responsabilité. Avant d'aborder les 5 candidats anti-sionistes, anti-israéliens sur lesquels vous êtes confrontés dans la région bruxelloise, parlez-nous de cette volonté de vous engager politiquement. Quel était le déclencheur? En fait, j'étais active, militante chez les jeunes depuis longtemps, donc depuis presque 8 ans, et j'étais aussi
une syndicaliste aussi. Je défendais les droits des enseignants à la région bruxelloise pendant longtemps, et j'ai vu que, en tant que syndicaliste, j'ai pas pu vraiment changer les choses parce que j'étais bloquée par un système. Et je me disais, si j'ai envie vraiment réellement de changer les choses, il faut que je passe à l'étape supérieure et il faut que je me présente en tant que candidate aux élections. Donc, à partir du moment où on se rend compte que on peut militer dans un syndicat, ou on peut militer en tant que dans la société civile, mais pour finir, ceux qui prennent les décisions sont toujours les politiques. Donc, si on veut changer les choses, on doit voter pour les bonnes personnes qui portent un projet, qui sont convaincus et qui sont vraiment motivés de changer le monde. Je dirais bien le monde, même si c'est un rêve de changer la réalité même de tous les jours ici à Bruxelles, ou même de changer la réalité dans certains pays. Mais je pense qu'on a le droit de rêver et on a le droit aussi d'être optimiste et d'être motivé pour changer les choses. Parce que si on va vraiment croiser les doigts et dire ouais, mais croiser les bras et dire ouais, mais c'est pas possible, on peut pas changer les choses. Cette attitude défaitiste, c'est pas à nous de porter ce message, parce que on est une jeune génération, une nouvelle génération, et on doit porter vraiment un message d'espoir pour les nouvelles générations. C'est notre rôle et on doit vraiment. Je pense que à partir de là, le fait même à partir de mon métier, quand je vois les jeunes, etc., je me disais pourquoi pas moi? Je vais me lancer parce que ça porte un message d'espoir aussi pour les jeunes filles et les jeunes hommes aussi qui me voient et qui voient en moi peut-être l'espoir de demain. L'avenir politique de l'Europe, effectivement. Et alors, justement, la question que j'ai oublié de vous poser, c'est est-ce que vous êtes né en Belgique ou est-ce que vous êtes né en Tunisie et vous avez immigré par la suite? Oui, je suis née en Tunisie, j'ai immigré, j'ai fait mes études, j'ai travaillé ici. Et je trouve que la Belgique est un pays accueillant, ouvert. C'est un pays vraiment qui valorise les droits de l'homme, qui donne beaucoup de chance pour l'individu pour évoluer. Et donc, on a beaucoup de chance d'être ici en Belgique. C'est un pays aussi multiculturel. Bruxelles a beaucoup de défis, mais aussi a beaucoup d'opportunités. Et donc, on a beaucoup de chance d'être en Belgique. Alors, deux questions avant d'entamer les candidats. C'est pourquoi avoir choisi le mouvement, le mouvement politique? Alors, je crois que vous êtes avec le pouvoir en place. Enfin, comment? Avec Charles Michel. Ouais. Le mouvement, donc le mouvement, le MUR, le MR. Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi ce parti politique? Et on reviendra après, à la fin, sur le programme, mais pourquoi avoir choisi ce parti? Et vous êtes candidat à quel poste actuellement? Ouais. En fait, j'ai choisi le parti depuis toujours. Donc, quand j'ai commencé mes études et j'ai commencé mon engagement politique, parce que je pense qu'en tant que Tunisienne, après le printemps arabe, après les démocraties dans le monde arabe, tout ce qui se passe maintenant, c'est un pays qui a porté beaucoup d'espoir. C'est un pays qui a porté les droits des femmes, qui a défendu les droits des femmes depuis Bourguiba. Et donc, je pense que le mouvement réformateur, c'est l'un des partis les plus proches de mon engagement en tant que personne qui défend les libertés individuelles, qui défend les droits de l'homme, qui défend la liberté de chacun et de chacune de croire ou de ne pas croire. Donc voilà, c'était à l'engagement personnel. Et puis après, j'étais aussi donc membre du syndicat libéral pour les enseignants. Donc je pense que ça a toujours été donc un engagement qui correspond à mes valeurs. Alors, en ce qui concerne ce que vous avez dit, les élections. La candidature, c'est pour le Parlement bruxellois. Donc c'est le Parlement, parce que vous savez, ici à Bruxelles, on a le Parlement, on vote le 26 mai pour trois niveaux, donc régional,
fédéral et européen. Et donc, pour ma part, ce sera pour le régional, en fait, pour le Parlement de Bruxelles. Très bien. Alors, je voudrais rappeler quelques faits importants pour montrer que vous êtes confronté quand même à un environnement assez intolérant vis-à-vis de vous, mais pas seulement, hein, puisque, bon, il faut rappeler quand même qu'il y a eu l'attentat... parce que... et d'autres partis, parce que, comme vous avez vu, hier, il y avait une distribution de tracts par Écolo, qui est le parti écologiste, pour encourager les gens à voter Écolo. Et c'était, voilà, le Écolo va permettre le port du voile à l'école, il va permettre le port du voile dans les institutions, il va permettre l'abattage rituel. C'est comme Québec solidaire. Les autres partis sont... Pardon? J'ai dit, c'est comme Québec solidaire. Exactement. Oui. Nous, au Québec, on a un mouvement de gauche comme ça qui est pour le voile islamique, qui est pour le foulard, qui est pour le niqab. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de retournement des valeurs, parce qu'avant, la gauche et l'extrême gauche étaient plutôt pour la défense de la laïcité, la libération de la femme, puis on s'aperçoit que c'est l'inverse. Hein. Ouais, évidemment. Alors, et voilà, c'était dire aux citoyens, surtout... donc la population, la communauté musulmane ne votait pas pour les autres partis, même PS, PTB, MR, parce que ce sont contre le voile, contre l'abattage rituel, contre le port du voile dans les institutions officielles et aussi contre donc les cours de religion. Mais voilà, donc c'est une campagne de désinformation, en fait. On a les mêmes débats ici avec la loi 21 et puis le débat sur la laïcité. C'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Exactement. Alors, je voulais, avant de te donner la parole sur le commentaire, je voulais revenir sur des événements pour montrer la pression auxquelles vous êtes confrontés, la pression antisémite, la pression intolérante, islamique. Bon, il faut rappeler quand même qu'il y a 300 associations à Bruxelles faisant explicitement référence à l'islam pour l'avenir de Bruxelles. Donc, vous dites qu'il faut des règlements et des institutions adéquates pour organiser et gérer ces associations et pas les laisser se développer vers le radicalisme. Mais il y a eu l'attentat du musée juif de Bruxelles, il y a le djihadiste Mehdi Nemnouch, et vous avez le dernier carnaval belge antisémite d'Alos qui a quand même 600 ans hein, et qui a dernièrement fait des références à des juifs assis sur des sacs d'or. Et en 2013, ils avaient même carrément fait circuler un char qui ressemblait à un wagon de chemin de fer nazi qui était utilisé pour le transport des juifs. Et vous vous rappelez effectivement le danger communautaire avec la commune... où il y a pas mal d'attentats qui sont venus en France. Molenbeek, c'est ça. Oui. Mais je suis tombé sur un article très intéressant, je voulais avoir votre avis, parce que comme ça me permet de vous donner la parole, c'est qu'il y a une exposition des œuvres de Richard Koenigsmann, hein, qui doit se faire sous protection, qui est un grand artiste, dans la tribune juive du 16 mai, qui a été dénoncée. L'exposition, c'est Return to the Future à la galerie au fil du temps de Sylvain Berkowitz, donc chaussée d'Alsenberg à Bruxelles. Eh bien, il semble que cette exposition, donc, qui aura lieu du 16 au 18, l'artiste est obligé de faire appel à de la protection. On est en 2019 quand même. Donc, effectivement, vous êtes confronté on va aller plus dans le détail dans les 5 candidats auxquels vous êtes confrontés, mais vous êtes quand même, il y a un environnement très négatif du point de vue de votre message et de vos combats, quoi. Oui, en effet, il y a une montée de haine et de violence envers les Juifs surtout, mais envers aussi d'autres minorités, les minorités chrétiennes. Il y a aussi donc des incidents d'antisémitisme, mais Molenbeek aussi, parce que je vois qu'il y a toujours une image sombre de Molenbeek. Il y a aussi cette image positive, parce qu'on commence aussi à changer. Il y a plusieurs initiatives pour changer l'image de Molenbeek, et il y a plein de jeunes qui sont positifs, il y a plein d'initiatives pour le vivre ensemble. Donc il y a pas que ça en fait. Je pense que le problème, c'est le fait d'avoir des partis politiques qui véhiculent ce message de division dans la société, de dire que voilà, vous êtes négligés, vous êtes
et vous vivez dans un repli identitaire, vous n'appartenez pas à la société. Donc, ce message de haine est très négatif et c'est très dangereux aussi pour les jeunes d'entendre ce message parce que ils vont pas avoir ce sentiment d'appartenance à la Belgique ou à la France ou n'importe quel pays européen, mais ils vont avoir ce repli identitaire et ils vont avoir aussi ce sentiment de haine envers les autres. Donc là où il y a le travail de l'associatif et le travail du politique, c'est de véhiculer un message positif et un message de paix et vivre ensemble, mais ça ne va pas être vraiment facile. Il y a des initiatives, comme je vous ai dit, à Molenbeek, mais malheureusement, avec ce qui se passe maintenant, ça va être très, très difficile. Alors, je voulais vous poser une question personnelle, mais en même temps politique. C'est-à-dire, nous, on a le débat de la laïcité ici, comme on l'a en France, enfin bon, dans différents pays où la laïcité, où le combat contre le religieux politique, c'est-à-dire contre le système théocratique qu'on a un peu connu un peu partout, c'est-à-dire autant chez l'ère chrétienne jusqu'à la Révolution française et 1905, la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Mais on a vu aussi dans certains pays de l'islam, comme en Tunisie, par exemple, dans les années 50, cette volonté de séparer le public du privé, et en particulier à travers les signes religieux. Donc je voulais avoir votre position sur cette possibilité ou pas, en particulier dans les représentants de l'État, on parle de l'État belge. Est-ce que le fait de porter le voile, pour vous, est un signe d'intégration ou au contraire de résistance? Et comme on l'a dit récemment lors des commissions qui sont passées devant les représentants de l'État, que le fait de nous refuser d'enlever le voile dans son travail est un signe plutôt d'extrémisme. En fait, en tant que libérale, je suis pour la liberté de chacun de porter ou de ne pas porter le voile. Mais en tant que laïque, je pense qu'il faudrait respecter la neutralité, ce qu'on appelle chez nous en Belgique la neutralité. Et, de l'État? Seulement l'État ou Oui, la neutralité, c'est-à-dire dans les institutions publiques et surtout dans les écoles, il est important de ne pas porter le voile ou n'importe quel signe religieux. Attention, parce que tout le monde dit le voile, mais il n'y a pas que le voile. Hein. Tout à fait. Oui, signe religieux est interdit dans les institutions publiques. Donc, ce n'est pas une discrimination vis-à-vis de la population musulmane. C'est toutes les populations, donc n'importe quelle personne qui porte un signe religieux, il n'a pas le droit de le faire dans les institutions publiques ou dans les écoles. Et je pense que c'est pour protéger surtout les nouvelles générations, pour protéger les jeunes, mais aussi pour protéger n'importe quelle personne, pour ne pas être influencé par sa conviction ou sa religion, ou pour ne pas donner aussi l'impression aux élèves, parce que, admettons, moi, je vais porter le voile. Si j'ai des élèves qui sont juifs ou chrétiens, ou peu importe, ils vont penser que je vais être influencée par mon signe religieux avec beaucoup allez, je vais les traiter avec beaucoup de distance ou peut-être avec beaucoup d'empathie avec les musulmans. Donc, ça va créer peut-être un climat de mésentente ou un climat de malcompréhension de l'autre. Donc, c'est mieux de ne pas utiliser ces signes religieux dans le public. Ça, c'est mon avis personnel. Très bien. Alors, là, je vais repasser la parole à Souel parce qu'il va nous expliquer les candidats qui se revendiquent. D'ailleurs, vous l'avez dit, que certains partis politiques, paradoxalement, alors que historiquement, c'était plutôt pour défendre l'égalité, la libération et la laïcité, on s'aperçoit que, je rappelle par exemple en France Luc Ferry, qui a été un des pourfendeurs pour éduquer. Il a été aussi à l'origine de la colonisation, ça c'est autre chose, mais en même temps, il y a cette volonté d'émancipation par l'éducation. Et on semble complètement oublier ça pour des raisons électoralistes. Alors justement, est-ce que vous pensez que disons que les communautés, l'immigration est devenue un enjeu électoral et que, en fait, ils sont utilisés à des fins électorales
non pas en fonction de convictions politiques, comme vous avez l'air d'en avoir, vous, par exemple, mais à des fins d'opportunisme pour rester au pouvoir ou conserver le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez comme vision, vous qui rentrez dans le monde politique et du pouvoir? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup, mais énormément de candidats qui jouent avec les convictions religieuses pour gagner des voix, surtout dans les communautés et surtout, par exemple, en ce qui concerne le voile ou en ce qui concerne les signes religieux. Même si le débat sur l'abattage rituel, donc même si on respecte la religion de l'autre, il y a un moment où il faut dire les choses, il faut être clair. Il ne faut pas promettre qu'on va permettre le port du voile alors que ce n'est pas possible. Il y a surtout beaucoup de candidats qui ont promis le port du voile après les élections et après les élections, ils ont changé d'avis. Et la population devient de plus en plus déçue en disant « Oui, mais vous avez promis que les femmes vont porter le voile quand ils cherchent leurs enfants dans les écoles. Après, il n'y a plus rien. » Donc là, c'est un manque d'honnêteté vis-à-vis de la population. Et je pense aussi que c'est un manque de respect aussi. Il faut dire les choses clairement. Clairement, si vous êtes pour le voile, vous dites oui. Si vous êtes contre le voile, vous le dites. Et voilà, les gens ont le choix de voter ou de ne pas voter pour vous, mais au moins, ils ont vraiment votre programme électoral et ils ne sont pas manipulés. Donc, c'est ça le problème. C'est une question de sincérité, d'honnêteté et d'intégrité. Très bien. Et vous avez raison aussi de rappeler que la laïcité, ça veut dire art religieux, donc ça vise, c'est pas anti-religieux, et que ça vise effectivement toutes les religions et pas seulement l'islam. Mais bon, on parle plus de l'islam parce que c'est plus médiatique, là. Mais bon, alors je voudrais revenir sur les 5 candidats auxquels vous êtes confrontés, et c'est pas rien. Ça prouve aussi que vous avez un certain courage et qu'éventuellement vous n'allez pas forcément vous limiter aux élections régionales, mais que vous arrivez peut-être au niveau fédéral ou ailleurs, on verra, mais enfin européenne. Alors, j'aimerais revenir avec vous, cher Chouel, sur le profil de ces candidats pour montrer vraiment que c'est des candidats qu'on peut situer anti-sionistes ou anti-israéliens en région bruxelloise. Vous avez donc d'abord une Marocaine d'origine, en tout cas, et on voit bien qu'il y a des manipulations et des fonds qui arrivent du Hezbollah, mais aussi des frères musulmans. Et donc, dernier élément d'une série de scandales impliquant ces candidats antisémites belges aux législatives de mai 2019. Alors, on a la Marocaine Farida Tahar de la liste écolo. Exactement. On a d'abord une candidate écolo, comme je dis tout à l'heure. Donc, c'est une écologique, gauche. Elle est frère musulman, c'est une voilée d'ailleurs, Madame Farida Tahar. Donc elle est soutenue financièrement. Elle est marocaine, elle est soutenue par la mouvance des frères musulmans. Il y a des enregistrements et des publications sur sa page Facebook qui montrent qu'elle a une sympathie envers le mouvement des frères musulmans en Égypte, qui est considéré comme un mouvement terroriste en Égypte. Donc Madame, elle soutient des mouvements terroristes en Égypte. Elle soutient aussi les frères musulmans en Algérie, qui veulent renverser et avoir évidemment pour avoir une nouvelle décennie noire en Algérie. Ça, c'est une candidate qui promet évidemment la charia. On a un autre candidat qui est très original, M. Henry Goldman. Lui, ça, c'est le deuxième candidat. Oui, ça, c'est le deuxième candidat. Lui, carrément, dans un des forums, on lui a posé la question à propos des attentats à San Diego, à Pittsburgh. Il a carrément refusé de les dénoncer. Donc ça, c'est aussi un candidat de gauche, écolo. On a une autre candidate. Ça, c'est le troisième candidat. Oui, voilà. Madame Zéo Géno, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est une candidate belge, évidemment, elle, belge autochtone. Donc, elle a appelé carrément à la désobéissance civile au mois de juin dernier. Elle a été arrêtée par la police, juste, madame, parce qu'elle s'insurge comment il y a une base américaine en Belgique. Peut-être qu'elle voudrait qu'il y ait une base d'un État islamique, peut-être ça leur convient mieux à nos amis. Voilà. On a un candidat qui est très dangereux, le numéro 4. Et là, je vais prendre le temps de l'expliquer. Monsieur Diab Abou Jaja. Monsieur Diab Abou Jaja, selon des informations qui sont en ligne, et je le dis en toute responsabilité après que je l'ai publié et après beaucoup de vérifications, avec des membres de la communauté de Belgique qui vivent évidemment à Bruxelles, ils nous ont confirmé que M. Jaja, ce candidat-là, aux élections belges sur la région de Bruxelles, donc il a participé dans les combats
en 2006 à Bent Jbeil, parce que lui, il est né au sud du Liban. Le sud du Liban, c'est une zone chiite, comme vous savez. Donc, on a un élément du Hezbollah qui a combattu au sein d'une milice qui est considérée terroriste par l'État belge, par l'Union européenne, et qui, après tout, donc, il nous revient après 15 ans, donc comme candidat dans les élections belges. Et le plus grave, c'est que la justice et le procureur belge n'ont pas encore bougé. Donc on a un candidat qui a participé. C'est comme si après 15 ans, vous avez quelqu'un qui a travaillé avec l'État islamique en Irak, il se porte candidat ici à Québec ou à Bruxelles, vous voyez. Donc ça, c'est dangereux. Donc il a participé, il a blessé aussi plusieurs soldats. Il est recherché, évidemment, par la justice israélienne, parce qu'il a blessé des soldats israéliens. Donc, dans ces combats, il faut, peu importe qu'on prend la position avec Israël ou pas, ça, c'est pas le sujet, il a participé dans une milice qui n'est pas un État. S'il était un soldat de l'État libanais, je m'abstiens de faire aucune remarque. Mais là, il appartient à une milice qui est classée par l'Union européenne, par la Belgique, par les États-Unis comme mouvement terroriste. Alors, le cinquième candidat, cinquième candidat, c'est Emir Kir. Emir Kir, c'est un candidat turc proche des mouvements des frères musulmans. Et ce qui est plus grave, il est soutenu par l'ambassade de la Turquie à Bruxelles parce que lui, il est membre de l'AKP, le mouvement des frères musulmans, le mouvement de Recep Tayyip Erdogan. Donc, et ça, premièrement. Deuxièmement, et Mme Manel, elle pourra nous confirmer, c'est que les Turcs, généralement, ils votent en bloc pour leur candidat. Donc, on a un candidat qui est communautariste, qui est mouvement des frères musulmans, et qui est encore plus grave, qu'il essaye maintenant d'arracher certains, évidemment, électeurs des frères musulmans tunisiens, par exemple, qui vont voter contre cette candidate laïque qu'on a invitée aujourd'hui pour soutenir, évidemment, ce frère musulman. Donc, on a 4 pro-terroristes sunnites et on a carrément un combattant djihadiste de Hezbollah. Alors, Madame Michel, comment vous voyez ça, les candidatures en face de vous? Comment vous voyez, enfin, comment vous construisez votre stratégie? Écoutez, je pense qu'il faut rester fidèle à ses valeurs. Si on est laïque, si on défend la laïcité, pour moi, c'est un combat qui n'a pas de frontières. Personnellement, j'ai intervenu au Parlement européen dernièrement, au mois de mars, sur une conférence qui est intitulée L'islam entre réformisme et islamisme. Et j'ai parlé des mouvements des frères musulmans en Turquie, en Égypte, mais aussi en Tunisie, et les partisans des Nada Party en Tunisie. Et j'ai parlé des femmes et des hommes qui subissent tous les jours de la pression, que ce soit de la part des partisans des frères musulmans, que ce soit de la part des gens qui sont anti-laïcs et anti-démocrates. Et je pense que notre rôle en tant que démocrates qui défendent les valeurs universelles de liberté et de laïcité, c'est de continuer notre combat contre ces gens-là, parce que c'est pas possible qu'on est en train de s'éloigner de nos valeurs et être juste des pions, être vraiment manipulés par ces gens qui jouent de la religion, parce qu'ils utilisent la religion comme moyen pour convaincre les gens qui sont pas vraiment allés bien informés. Il arrive à avoir des voix, malheureusement. Ce vote communautariste existe ici en Belgique, existe ailleurs aussi, mais malheureusement, il faut sensibiliser surtout les populations, mais aussi les jeunes par rapport aux dérives des frères musulmans, aux dérives des partis qui sont basés sur la religion, et l'importance de séparer la religion et l'État. Parce que sans séparation, on aura toujours des gens qui vont intervenir dans la liberté individuelle de chacun de nous. Et un jour, on se trouvera privé de nos libertés et privé de notre choix de croire ou de ne pas croire. Très bien. Alors, j'aimerais finir l'interview avec le programme du MR, autour de Charles Michel, qui est l'actuel... Alors, je lis juste le titre. Notre projet stimule la liberté et la responsabilité. Il vise le libre choix et l'émancipation personnelle. Alors, pouvez-vous nous parler de 2-3 points qui vous tiennent à cœur dans le programme que vous défendez d'une façon générale, mais aussi à votre niveau? Quels sont les éléments du programme qui vous tiennent à cœur?
Personnellement, les éléments qui me tiennent à cœur, c'est l'enseignement, parce que je pense que l'enseignement, c'est très important. C'est à partir de l'enseignement qu'on peut changer les choses et qu'on est vraiment actif au niveau de la société. Donc, si on change, parce que pour le moment, on a vraiment des problèmes au niveau des écoles, des enseignants, mais aussi au niveau de certaines écoles qui se trouvent dans certaines communes de Bruxelles et qui ne sont pas vraiment bien financées ou qui n'ont pas vraiment de moyens. Et à partir de là, on obtient une jeunesse qui est perdue, qui n'a pas de diplôme. Et après, ces jeunes-là, ils seront tentés et attirés par des discours de haine et de violence. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, si on veut vraiment sauver cette jeunesse de tomber dans la haine, de tomber dans la discrimination, il faut vraiment tout mettre sur l'enseignement. Il faut se focaliser sur une bonne qualité d'enseignement, mais aussi il faut promouvoir le leadership féminin, surtout dans certains quartiers de Bruxelles où les femmes n'ont pas vraiment des postes de responsabilité, où elles ne sont pas vraiment valorisées. Il faut donner plus de pouvoir aux femmes. Évidemment, tout ce qui est écologique et défendre une ville écologique et durable, parce qu'à Bruxelles, on a beaucoup de problèmes au niveau au niveau de la propreté et il faut vraiment prendre en main la gestion des déchets. La gestion des déchets. C'est la gestion des déchets. Oui, un peu la gestion de déchets, mais aussi au niveau de recyclage, parce que ça reste toujours un problème de civisme. Je reviens toujours à l'éducation, parce que c'est primordial. Donc, si on explique aux gens pourquoi on doit faire le recyclage, pourquoi on doit vraiment trier les déchets, ils vont comprendre l'impact sur l'environnement. Donc, je pense qu'au niveau civisme, il y a beaucoup de choses à faire. Mais aussi, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, la haine et la violence sur Internet, parce que c'est un problème qui commence à être vraiment très, très dangereux pour le moment. Et surtout au niveau des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui harcèlent les autres jeunes sur Internet et qui se permettent de lancer vraiment des propos racistes, antisémites ou des fois sexistes. On a aussi le problème de harcèlement de rue vis-à-vis des femmes. Donc, au niveau du programme du MR, on lutte au niveau du harcèlement de la rue et la sécurité des femmes. Donc, je pense que ce sont des points très, très importants qui touchent de près la société, mais également, surtout, la possibilité de financer les projets des jeunes et d'accompagner les jeunes pour trouver un job, parce qu'on a 16% de chômage au niveau de la capitale bruxelloise, ce qui est vraiment un pourcentage très élevé. Et bien sûr, quand on est dans une capitale très très sélective, où il y a beaucoup de concurrence pour trouver un job, le seul moyen, c'est d'apprendre beaucoup de langues, c'est d'avoir des diplômes et bien sûr d'avoir cette opportunité à travers l'enseignement officiel. Très bien. Souel, peut-être un mot de conclusion pour mettre en perspective cette interview. Voilà. Moi, je veux féliciter le Premier ministre de Belgique, M. Charles Michel, d'avoir choisi une candidate qui est laïque. Oui, ce serait pas un exemple en France, parce qu'il y a pas un exemple surtout pour nous au Québec, où on a ce mouvement de Québec solidaire qui défile avec les islamistes et avec les gens pro-charia. Madame Manal Msalmi vient nous donner aujourd'hui une bonne leçon, c'est que défendre l'écologie et les valeurs de la nature, c'est compatible aussi avec les valeurs de liberté. Avec des valeurs de la liberté. Donc, écologie, ça ne va pas toujours avec islamisme, et la candidate Manal, c'est un bon exemple. Et nous espérons qu'ici au Québec, on aura beaucoup d'exemples comme Annette pour que l'école, parce que son message il est très important. Ouais. Elle, c'est une enseignante. Elle est enseignante et elle nous dit que l'école doit être neutre. Alors qu'ici, on a du mouvement de gauche
qui défilent avec les islamistes et qui veulent que les écoles soient des écoles communautaristes avec le voile islamique. Ça commence aux garderies. Voilà. Et le plus grand malheur aussi, c'est pas seulement sur Québec solidaire. On a la mairesse de Montréal aussi qui défend aussi le voile intégral. Ça, c'est une honte pour Montréal. Et nous espérons un jour avoir une candidate comme Manel Mselmi à la tête de la mairie de Montréal pour que, justement, ici, pour que Montréal-Nord ne devienne pas un autre Molenbeek. Très bien. Ben, merci. Je vous laisse le mot de conclusion. Je voudrais vous remercier pour cette interview. C'était vraiment très constructif et vous avez posé des questions très pertinentes. Je voudrais aussi remercier les téléspectateurs ou les auditeurs. Voilà, donc mon programme il est disponible sur ma page Facebook, vous pouvez aller le regarder. Mais je tiens à dire que le combat politique, il est aussi un combat d'hommes et des femmes qui croient en des valeurs universelles et c'est un combat aussi pour plusieurs générations. Donc notre message, c'est que même si on n'arrive pas à changer le monde aujourd'hui, peut-être on arrivera avec d'autres jeunes ou d'autres leaders, surtout, pour changer l'Europe et pour changer aussi les pays qui souffrent de conflits. Et je pense là où l'Europe a beaucoup d'importance et a beaucoup d'impact, c'est que l'Europe, c'est une vision de paix, une vision de solidarité, une vision de dialogue entre différents pays qui ont choisi d'être ensemble. Et ce message que l'Europe porte doit continuer à impressionner et à inspirer les nouvelles générations. Très bien, merci beaucoup. Ouais. C'était un plaisir de vous recevoir dans mon émission et dans le studio ici, Studio Pitt. Voilà, merci. À une prochaine fois. Merci, messieurs, dames, de votre attention. Je crois que ça a été passionnant et que ça inspire et ça révèle aussi des problématiques qu'on connaît bien au Québec, au Canada, mais aussi, comme vous le savez, en France et en Europe. À bientôt. Merci. À une prochaine fois.